Mesdames et messieurs, bonsoir et encore merci de nous retrouver sur le Salon Ferry. Nous sommes en train d'égrener justement notre chapelet d'activités et au cours de cette matinée, nous avons eu un magnifique panel avec des panélistes extraordinaires et des interventions que vous avez appréciées. On peut déjà le juger par rapport à la qualité de vos questions et nous voulons juste vous dire merci d'être avec nous. Nous poursuivons et à cet instant même où je vous parle se tient à côté un atelier de formation avec pour thème les stratégies d'innovation et la dynamique entrepreneuriale. Nous allons poursuivre avec un panel. Nous allons parler justement de l'industrialisation de l'agriculture en Afrique, bilan et perspectives. Et pour la modération, je serai avec Monsieur Dominique Lougui, qui est le président de l'Ordre des géomètres du Togo, ingénieur géomètre topographe et également le directeur général chez Beta. Je vais laisser le soin à Monsieur Lougui de nous présenter son panel et également d'inviter les autres panélistes. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation, en sa tête Madame Biléo, pour la confiance renouvelée en notre personne depuis les premières éditions. J'ai encore le plaisir cette année de modérer le panel 6 qui a pour titre l'industrialisation de l'agriculture en Afrique, perspective, bilan et perspective. Pour animer ce panel avec moi, je vais commencer par introduire des panélistes. Je commencerai par M. Ate Kokou Tchamba. M. Ate Kokou Tchamba est Monsieur Ate Kokou Tchamba Alors, Monsieur Ate Kokou Tchamba, il est agroéconomiste, consultant indépendant, spécialiste dans le conseil, conceptualisation, planification et le suivi et évaluation des projets, programmes ou politiques. Il a été expert suivi et évaluation de PNIASA au ministère en charge de l'agriculture, conseiller économique de la présidence de la République togolaise et expert PUDC et PNUD. Deuxième panéliste qui va travailler avec nous aujourd'hui, c'est M. Yodo Kossi. Veuillez le recevoir. Monsieur Yodo Kossi Mawena, il est inspecteur des impôts de formation. Il a eu des formations thématiques en agriculture, notamment en Égypte et en Israël. Il est chef de division culture de rente et de diversification à la direction des filières végétales au ministère de l'Agriculture. Troisième panéliste, ingénieure agronome de formation, actuellement coordinatrice de la filière légumes et le programme pour le développement rural et l'agriculture de GIZ, ex-représentant du Togo et au Sénégal de la société Caro Nuts de Californie, spécialisée dans l'achat et la transformation des amandes de cajou. Elle a 5 ans d'expérience dans l'accompagnement des moyennes entreprises
de transformation de noix de cajou dans toute l'Afrique de l'Ouest. Prière, veuillez recevoir avec moi Madame Djigbodi et Dinam Afachao. Merci. Notre quatrième panéliste est expert web, développeur autodidacte et passionné de l'informatique. Il est connu comme l'un des rares entrepreneurs dans le numérique au Togo, ayant reçu de plusieurs prix nationaux, gouvernementaux et internationaux pour les innovations depuis 2011. Son innovation dans l'agriculture a déjà touché plus de 600 000 agriculteurs en Afrique de l'Ouest, principalement dans son pays, le Togo, la Côte d'Ivoire et récemment en Afrique centrale. En 2019, il est fait chevalier national de l'ordre de mérite agricole du Togo par le gouvernement togolais pour ses efforts de numérisation du secteur agricole. Il s'appelle Ede Dona Etchri. Merci de le recevoir avec nous. Merci. DS Consulting est dirigé par ce monsieur qui va nous rejoindre maintenant. Il est promoteur de DS Food et il fait dans les produits bio. Il a insisté sur la consommation locale. Il s'appelle Sam Bekou. Merci de l'applaudir. Donc maintenant que tous les intervenants sont installés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet qui nous réunit est intitulé « L'industrialisation de l'agriculture en Afrique, bilan et perspective ». À la fin de cet exercice, nous espérons vraiment finaliser le contenu de ce sujet. Pendant les préparatifs pour animer ce sujet, effectivement, nous sommes passés à travers les définitions du terme industrialisation de l'agriculture, mais nous sommes heureux de constater que ce matin, il y a déjà un panel qui s'est consacré à l'industrialisation. Je vais lancer le terme avec deux citations qui ont quand même retenu mon attention pendant ce parcours. La première citation dit que les terres cultivées en détail par de petits fermiers exigent plus d'hommes et de dépenses et les profits sont beaucoup plus bornés. Deuxième citation, le système des grandes fermes employant régulièrement et payant bien de nombreux paysans qui travaillent comme journaliers est infiniment plus avantageux à la nation et aux pauvres eux-mêmes que la multiplication des petites fermes. Je vais lancer ce panel en posant ma première question à M. Até sur le regard qu'il porte sur le secteur agricole en Afrique en général. Un petit état des lieux de la situation. Vous avez votre micro. Bonjour l'assistance. Merci monsieur le modérateur. Donc je profite aussi de l'occasion pour remercier donc, les organisateurs de cette rencontre. Nous sommes honorés donc d'être associés donc à ce panel pour apporter quelques éclairages sur l'industrialisation de l'agriculture en Afrique. Je sais qu'il y a eu déjà beaucoup de panels qui sont passés
Et donc on va essayer peut-être d'être redondant, mais toutefois de relever certaines préoccupations un peu spécifiques donc, qui se retrouvent donc dans ce panel 6. Donc, je remercie notamment Madame la Présidente donc, pour vraiment cette initiative ô combien salutaire, très très utile pour la jeune génération togolaise aujourd'hui qui se démêle, qui se bat pour vraiment s'en sortir. Voilà. Maintenant, revenant sur la question, je vais dire que l'agriculture, l'Afrique est vraiment le continent qui regorge de beaucoup de ressources naturelles. Nous tous, nous savons que... Nous tous, nous savons que on ne peut pas produire si on ne dispose pas des facteurs de production. Donc, entre autres, la terre, le travail, le capital. Et l'Afrique en a donc des potentialités. Peut-être que le problème se pose au niveau donc de l'accès à ces différentes ressources. Et donc, la meilleure façon de combiner les ressources, c'est ça qui nous donne des meilleurs profits. Et nous tous, on sait que donc, par rapport aux besoins alimentaires, et à la fois les besoins alimentaires de base, donc, qui sortent directement des champs et qui sont cuisinés, de même que les besoins alimentaires donc, qui sont transformés. Ces besoins sont immenses. Ils sont immenses, tellement immenses que utiliser les outils de production que nous connaissons, parce que bon, dans les statistiques, 70% à peu près donc, de paysans, ça donne à l'agriculture. Et donc avec quels moyens? Avec les outils vraiment aratoires. Bon, c'est comme ça les choses sont faites, mais c'est très difficile de s'en sortir quand on sait que voilà, par rapport aux autres continents, et donc l'Afrique doit pouvoir satisfaire ses propres besoins et puis aussi il y a les demandes extérieures. Donc, je crois que déjà le fait de rester avec les méthodes vraiment traditionnelles, c'est tout à fait difficile. Et aujourd'hui, voilà, de plus en plus, on parle donc de l'industrialisation donc de l'Afrique, de l'agriculture en Afrique. Ça, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ça reste dans les discours, dans les concepts. Donc, ça fait quand même un bout de temps que, bon, voilà, les chercheurs, les décideurs, les autorités et autres se penchent sur cette question. Mais il y a un moment donné, il faudra qu'ensemble, on puisse identifier donc, les vrais goulots qui font qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Dans les statistiques, je crois que l'Afrique n'est pas vraiment bien classée par rapport à cette industrialisation. Je peux enchaîner ou bien je... Allons-y. Et donc, peut-être ce que je peux ajouter à tout ce qui a été développé, c'est que pour parler donc de l'industrialisation de l'agriculture, il faut comprendre ce que c'est que l'industrialisation. Il y a eu déjà des définitions. Mais dans l'agriculture, on peut faire la part des choses. Il faut parler donc des industries agroalimentaires, les IAA, et l'agro-industrie. C'est deux concepts aussi un peu différents.
même s'ils se retrouvent ensemble parfois. Donc l'industrie agroalimentaire ça s'intéresse plus à l'aval des filières, c'est-à-dire la transformation, après les productions issues de la terre, la pêche, l'élevage et autres. Et puis l'agro-industrie, c'est-à-dire en plus d'utiliser parfois ces biens, issus des ressources que je viens de citer. Donc ici, c'est de combiner des produits pour donner un résultat qui est des biens non alimentaires. Donc, il faudra vraiment faire la part des choses. D'accord. Voilà. Donc on vient de faire un peu l'état des lieux en premier avec M. Atta, qui a quand même présenté la situation comme étant, de notre agriculture comme étant encore à l'étape artisanale, on va dire, où les gens se débrouillent avec des moyens de bord. Peut-être que Madame voudra ajouter un mot à cet état des lieux qui est présenté sur l'agriculture, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise quand même, le secteur. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter les organisateurs pour cette opportunité de pouvoir créer ce cadre d'interaction entre les différents acteurs et de pouvoir véritablement développer des liens d'affaires. Donc, félicitations et merci de nous avoir associés à ce panel. Quand on parle de l'industrialisation de l'agriculture, sans faire référence à tout ce qui est les objectifs des ODD, bien sûr, tout ce qui est création d'emplois et de revenus et la compétitivité de l'Afrique à l'échelle internationale. Donc, c'est, comme le prédécesseur l'a dit, l'approche chaîne de valeur ajoutée. Comment est-ce que nous nous assurons à créer la valeur ajoutée sur la production primaire, à pouvoir véritablement développer la chaîne agricole, de passer de l'agriculture de subsistance à véritablement une professionnalisation du métier et de pouvoir véritablement comprendre que nous devons véritablement prendre l'agriculture comme voilà, une entreprise, tout comme toute autre entreprise, et pouvoir vivre de ça. Quand on parle de l'industrialisation agricole, c'est comme ça que nous l'interprétons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, oui, monsieur? Moi, j'aime les images. Revenons un peu aux chiffres. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que l'Afrique, la contribution de l'agriculture à la richesse produite par l'Afrique est moins de 20%, environ 17%. Alors que nous savons que plus de 60% de la force ouvrière de l'Afrique est investie dans l'agriculture. Concrètement, ça veut dire quoi? Que j'utilise plus de 60% de ma force pour avoir moins de 20% de mes revenus. C'est ça un peu l'image que nous avons aujourd'hui de l'industrialisation de l'Afrique en matière d'agriculture. Donc, on parlera en résumé d'un potentiel inexploité, ou bien pour être gentil, de parler de potentiel très peu sous-exploité. Donc là, le défi est là. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les financeurs, les bailleurs de fonds sont en train de faire beaucoup d'efforts, mais regardons-nous en face, regardons le tableau en face et disons-nous que nous avons de gros défis à relever. Merci beaucoup. Monsieur Até vient de dire tout à l'heure que l'industrialisation de l'agriculture, on en parle depuis très longtemps, mais ça ne se concrétise pratiquement pas en Afrique. Est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont identifiés et qui freinent la venue de cette industrialisation? Monsieur Etri. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Je vais d'abord aller en disant qu'il faut le reconnaître, l'Afrique a raté la révolution industrielle. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, quels que soient les efforts qui sont effectués par les gouvernements, les
programmes structurels, etc., nous n'avons pas toujours les fruits de ces programmes, les fruits de ces efforts. Et je pense personnellement que nous sommes aujourd'hui en 2021 et qu'il faut faire un peu le bilan pour voir réellement où se situe le problème. Et si on n'a pas forcément si on fait les mêmes choses et que ça ne donne pas les résultats escomptés, il faut changer la manière de faire. Et je pourrais dire que aujourd'hui, l'Afrique a une nouvelle chance de pouvoir se rattraper. Et cette chance-là, c'est la révolution du numérique. Cela permet à l'Afrique de se rattraper rapidement et de se positionner réellement dans la révolution industrielle de manière indirecte. Puisque, de nos jours, numérique et industrialisation sont liés directement. Et en ce qui concerne les problèmes même qui font que la plupart de ces projets, de ces programmes ne donnent pas forcément les résultats qui sont escomptés, voyez-vous, nous avons pratiquement que des petits producteurs. La majorité sont des petits producteurs qui ont des exploitations, la plupart de 1 hectare ou de moins d'1 hectare. Donc, vous comprenez avec moi, s'il faut déployer des machines, des solutions industrielles pour des exploitations d'1 hectare ou de 2 hectares, ça pose déjà problème parce qu'il faut voir ce qu'on dépense et le retour qu'il y a sur investissement. Ça déjà, c'est un grand frein. Donc, ça veut dire qu'il y a même un travail de fond à faire pour déjà unir les forces et orienter déjà les investissements vers l'unicité de ces forces-là. Et s'agissant de l'unicité de ces forces, aujourd'hui, la révolution numérique nous aide à travailler efficacement pour unir les forces. Si je voudrais, par exemple, cultiver ou traiter mon champ avec un tracteur, vous convenez avec moi que pour 1 hectare, il me sera difficile. Et même si j'effectue un investissement pour les 1 hectare, au finish, je serai perdant. Mais la révolution numérique aujourd'hui nous permet de pouvoir rassembler des sociétés de location de ces engins, par exemple, et de les booster vers les petits producteurs qui s'organisent, qui commandent ce service en ligne et qui reçoivent les prestations. Et cela permet déjà de diminuer considérablement les coûts quand on investit déjà à grande échelle, mais tout en laissant chaque producteur garder son autonomie. Et c'est sur plusieurs exemples, je pourrais vous en citer plusieurs, où la révolution numérique vient vraiment impacter. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple la révolution des drones dans le secteur agricole, les drones permettent aujourd'hui de traiter les champs de manière efficace. En 15 minutes, vous faites plusieurs hectares. En 15 minutes, vous avez déjà emblavé plusieurs hectares. Et le coût d'un drone comparativement à un tracteur ou d'autres machines qui vont faire le même traitement, il n'y a pas photo. Donc, ceci dit, je pense que oui, nous avons raté la révolution industrielle, mais nous avons une nouvelle chance de pouvoir nous rattraper en allant directement vers la révolution numérique, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs start-up qui sont dans les pays africains, tout comme moi d'ailleurs. Nous en avons un peu partout et sur ce point, on ne pourra pas dire que l'Europe ou les États-Unis sont en avance. Il y a autant de start-up en Afrique que dans les autres pays. Maintenant, la question que nous devons nous poser, que faisons-nous de nos start-up? Quel programme nous mettons en place pour pouvoir les structurer, pour qu'ils puissent impacter nos agriculteurs et que cela puisse avoir un résultat indirect pour qu'on se rapproche de plus en plus de cette révolution industrielle-là. Bon, je vous remercie. Je crois que la révolution numérique, d'accord, mais la fracture numérique aussi, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes chances, les mêmes accès
au numérique ici que dans les autres pays. Ça pose aussi le problème, je crois, parmi les freins, on doit citer aussi les infrastructures. Je vais peut-être laisser la parole à M. Yodo, qui va peut-être nous dire un peu comment les agropoles contribuent à réduire la subdivision, la multiplicité des producteurs sur de petits espaces. Comment est-ce que, à partir de ces programmes de la politique de l'État, on peut déjà commencer à regrouper ces producteurs-là? Merci. Permettez peut-être à mon tour de remercier, féliciter les organisateurs, Madame la Présidente, tous les participants, saluer ceux qui nous suivent de loin, et pour dire que le ministère de l'Agriculture vraiment apprécie à juste titre cette initiative qui s'inscrit dans notre logique actuelle où il est beaucoup plus attendu du secteur du privé qui puisse accompagner les efforts de l'État. Permettez, c'est vrai que nous parlons de l'Afrique, mais en tant que Togolais, il faut qu'on parte des exemples concrets pour contribuer à l'essor de l'Afrique en général. Et donc, avant que je ne vienne à ma question, peut-être en complément à ce que le doyen et mes collègues ont dit, je crois que le constat est quand même partagé aujourd'hui. L'industrialisation de l'agriculture, où l'agriculture en Afrique en général est toujours, on ne dira pas l'étape embryonnaire, mais c'est une question de col. D'aucuns disent semi-artisanal et d'autres disent semi-industriel. Ça voudrait quand même dire que le pas est posé, il faut maintenant aller de l'avant. Venant à notre question, peut-être l'un des freins de l'essor de l'industrialisation de l'agriculture en Afrique, c'est au-delà du point que le DG a touché, il faut dire que nos acteurs agricoles étaient pour la plupart des agriculteurs familiaux. Et puis, à partir des années 2005, le constat a fait que l'espace CEDEAO est passé à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, notamment le programme régional d'investissement agricole, qui est décliné en programme national dans chaque pays. Et ces programmes, de manière spécifique, mettent le focus sur en fait, l'accompagnement de ces acteurs à améliorer la productivité et surtout à renforcer leur capacité en termes d'accès au marché, en termes de gestion de leur activité, pour pouvoir, de ce fait, contribuer à l'essor national et par là aller à l'échelle continentale. Et donc, l'État, je vais partir de l'exemple togolais, l'État togolais a constaté que, justement, les acteurs, les agriculteurs pratiquent la culture sur de petits espaces. Soit peut-être c'est parce qu'il y a des conflits liés au foncier, soit pour d'autres raisons que nous connaissons tous. Et donc c'est ce qui a mené à la mise en œuvre des agropoles qui consiste à aménager un espace agricole. Au sein de cet espace, il y a aussi ce que nous appelons un espace dédié à l'agroparc. L'agroparc, c'est un espace dédié à l'installation des unités industrielles qui vont servir à la transformation des produits agricoles qui seront produits sur place, puisque nous parlons de l'agro-industrie et de l'industrie agroalimentaire, comme le doyen l'a dit. Et donc, même en amont de ces agropoles, nous avons la politique des ZAP, ce que nous appelons zones d'aménagement agricole planifiées. C'est une technique qui consiste d'abord à l'État à solliciter une mise à disposition d'un espace cultivable et que l'État
rendre disponible pour l'activité agricole. Concrètement, c'est quoi? L'État met les moyens pour dessoucher les parcelles et permet aux acteurs qui veulent s'installer sur un certain nombre de consensus, bien sûr, et pour permettre à ceux-là de pouvoir exercer librement leur activité agricole. L'un des avantages, c'est que ça permet quand même aux services techniques de l'État, du ministère, de pouvoir faire un suivi rapproché de ces acteurs qui sont installés sur un périmètre bien connu. Donc, pour résumer, cette question de agropole vient régler l'émiettement des terrains parce que même dans la zone, la phase pilote, c'est des milliers d'hectares qui seront aménagés. Le processus est en cours actuellement. Pour information, le comité de gestion est à pied d'œuvre et jusqu'à la fin de cette année, nous allons boucler la phase de l'étude pour l'implantation de la zone d'agroparc. Parce qu'il faut une étude préalable pour pouvoir déterminer le lieu et le schéma de l'agroparc pour pouvoir permettre une meilleure exploitation de l'agropole. Donc, après cette année, je crois que dans les années à venir, on va procéder maintenant à l'installation de l'espace cultivable. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est déjà un bon prototype de l'industrialisation de l'agriculture, en tout cas au Togo, pour notre pays. Je ne sais pas si vous avez un complément à faire dans ce sens sur tout ce qui constitue frein à l'industrialisation de l'agriculture dans nos pays africains. Merci. Bon, ben, je crois que les collègues essaient de faire le tour. Bon, s'il faut encore identifier les freins, donc, comme ils viennent de le dire, donc, par rapport aux agropoles, c'est déjà de regrouper les producteurs au sein d'un même espace et puis exploiter l'espace de façon convenable. Donc, quelque part, ça réduit les coûts de transaction. Et puis, il y a aussi l'appui de l'État pour pouvoir y arriver. Moi, ce que je peux ajouter, c'est peut-être aussi que à travers ces structures donc, suivies par l'État, donc il est facile donc, de pouvoir tisser des partenariats publics-privés. Donc, de plus en plus, les privés s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture. Il n'y a pas 10 ans de cela, c'est difficile pour quelle que soit la structure, donc une entreprise agricole, donc d'aller gagner la confiance donc des financiers pour être accompagnés. Mais aujourd'hui, je crois plutôt que c'est juste le contraire. Donc, moi, à travers ça, c'est vraiment des mécanismes qui sont vraiment salutaires. D'accord, merci beaucoup. Madame, oui, vous voulez compléter? Oui, je veux faire un petit complément. Oui. Je pense aussi qu'en ce qui concerne l'industrialisation, il faut surtout une base qui est la disponibilité de l'énergie. Et donc, je pense qu'avec la mise en place des agropoles qui vont certainement trouver comme base une solution à l'énergie dans la zone, cela peut grandement contribuer non seulement à faire tourner les industries locales au sein de l'agropole et pourquoi pas peut-être distribuer le reste de l'énergie aux acteurs qui vivent aux alentours et qui pourront en profiter. Et donc, c'est dire aussi que cela peut impacter les conditions de vie des acteurs qui sont près ou proches de ces agropoles-là. Exactement, c'est sûr qu'on ne pourra pas s'industrialiser si nous n'assurons pas le côté énergie. Je vais passer la parole à Madame Afan Chao sur les éventuels, dans les accompagnements que vous avez eus de nos agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous parler un peu des réussites en termes d'industrialisation et comment est-ce que partager ces expériences-là avec nous?
Merci beaucoup. J'aimerais avant tout préciser qu'au niveau du programme pour le développement rural et l'agriculture de la GIZ, nous intervenons sur les filières fruits et légumes et l'objectif que nous poursuivons, c'est la création des emplois et des revenus. Et donc, nous intervenons selon une approche chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire nous quittons les marchés pour descendre au niveau de la production. Et voilà. Maintenant, en termes d'accompagnement disponible au niveau du programme aujourd'hui, pour le secteur privé, par exemple, nous accompagnons sur tout ce qui est accès aux finances, tout ce qui est, parce que il y a un cadre d'échange avec un certain nombre d'acteurs pour mieux comprendre la problématique de finances. Et le résultat, c'est que souvent, les acteurs accompagnés n'arrivent pas à véritablement soumettre des plans d'affaires bancables. Donc, nous faisons toutes les séries de renforcement de capacité de l'acteur sur tout ce qui est sa gestion interne d'abord. Nous accompagnons à l'élaboration des business plans et bien sûr, nous accompagnons également à l'accès au crédit. Mais au-delà de ça, quand nous parlons de compétitivité du Togo, n'oublions pas que voilà, il y a des exigences. Quand on parle de l'agro-industrie en termes de normes, qualité, certification, et aujourd'hui au niveau de Prodra, nous faisons tout ce qui est renforcement de capacité par rapport aux besoins de l'entreprise, par exemple les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, la norme HACCP et autres, voilà tout ce qui est document de qualité à l'interne de l'entreprise, voilà tout ce qui est réglementation internationale, par exemple le règlement sanitaire, phytosanitaire, la norme UE de 2016-2031 de l'Union européenne. Voilà. Maintenant, sur le volet professionnalisation des acteurs, parce que là, l'objectif, c'est de pouvoir non seulement assurer l'augmentation de revenus, mais de façon durable. Comment est-ce qu'on fait à ce que l'acteur, au finish, puisse demeurer durablement sur le marché, le positionner d'abord sur le marché, en développant les relations d'affaires entre les acteurs, mais au-delà de ça, renforcer ses compétences entrepreneuriales et nous disposons de beaucoup d'outils tels que le FODA, par exemple, la formation en développement des affaires. Nous disposons des outils entrepreneuriaux tels que le Farmer Business School sur plusieurs filières. Aujourd'hui, on peut en dénommer une dizaine de filières sur lesquelles tout cet accompagnement est disponible. Voilà, la contractualisation entre les acteurs. Ça, c'est des séries d'accompagnement qui existent. Mais je précise en passant que au niveau de la GIZ, nous sommes 5 programmes intervenus sur le secteur vert. Et donc, il y a nos confrères qui interviennent également sur des chaînes de valeur telles que l'anacarde, le soja, l'arachide et bien évidemment tout ce qui est éducation professionnelle au niveau des centres agricoles. Donc, voilà de façon concrète ce que nous faisons. Dans le cadre de l'accompagnement des PME et l'agro-industrie. D'accord, merci. Je fais beaucoup plus de l'accompagnement au professionnalisme sur les projets dans ces filières que vous êtes en train de suivre. Peut-être un success story de votre côté, M. Gbekou, sur l'industrialisation de l'agriculture, peut-être DS Food directement. DS Food est encore à ses débuts, même si nous sommes dans la première phase. Nous, notre motivation principale, c'est de comment régler le problème de la malbouffe, si je peux le dire ainsi. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, nous mangeons mal. Notre génération mange très très mal. Mais à côté de cela, il y a un manque d'alternatives. Donc nous nous sommes mis sur nous d'apporter de l'alternative, amener les gens à bien manger, à manger sain, à manger bio, d'accord, mais où trouver le bio? C'est ça qui nous a, lancé dans la production du bio pour le marché local, pas pour l'exportation. Vous êtes tous d'accord avec moi, les statistiques le confirment que le Togo est l'un des meilleurs pays africains quand on parle de production bio. Mais le Togo a beaucoup de titres dans l'exportation de son bio que dans la consommation locale. C'est là où nous nous sommes dit, il y a ce défi à relever. Produire du bio, disponible sur place, à un coût abordable, ou des fois même à un coût sans différence avec le conventionnel qui est sur le marché,
accompagné de sensibilisation pour que les gens mangent bien, pour que les gens mangent sain, pour une meilleure santé, mais aussi pour une meilleure préservation de l'environnement, du climat. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres acteurs devant nous qui sont dans la production du bio. On a par exemple le soja au Togo. Il y a beaucoup d'acteurs dans le soja, beaucoup d'acteurs dans l'ananas et beaucoup d'acteurs dans beaucoup d'autres choses. Et le pas est là, le pas est fait, mais il faut beaucoup encore pour y arriver. Avant de revenir à M. Yodor sur les secteurs prioritaires de l'industrialisation de l'agriculture au Togo, je voudrais bien savoir, est-ce qu'on peut avoir une conciliation entre le bio et l'industrialisation, vu l'impact que l'industrialisation peut avoir sur l'environnement et le caractère du bio? Est-ce qu'on peut en même temps parler industrialisation et parler bio? Oui, les recherches en matière de normes de production de bio ont évolué aujourd'hui. On n'est plus à l'étape archaïque de la production du bio. Aujourd'hui, vous avez des engrais bio qui se développent, vous avez des pesticides bio qui se développent, vous avez beaucoup de choses qui peuvent accompagner l'agriculteur qui s'est investi dans le bio aujourd'hui. Et je peux même dire que sur le terrain, tout est mis en place pour rivaliser avec la production conventionnelle quand on parle de production à l'échelle industrielle. Mais il faut reconnaître que le bio n'est pas encore prêt à remplacer le conventionnel. Ce qui me fait dire que les deux vont marcher de pair pour le moment, pendant que nous encourageons le bio pour supplanter peut-être dans le long terme la production conventionnelle. D'accord. On va attaquer maintenant les perspectives. Je passe la question à Monsieur Yodor. En tant que représentant du ministère de l'Agriculture, est-ce qu'il y a des domaines agricoles qui sont identifiés en tant que prioritaires pour enclencher ce processus d'industrialisation de l'agriculture au Togo? Après, vous pouvez compléter. Hein, merci beaucoup. Naturellement, il y a une priorisation en termes d'intervention ou en termes de domaine dans ce chemin, dans ce parcours d'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est compte tenu du potentiel qui existe, c'est compte tenu du marché qui existe. Et donc, nous avons les cultures vivrières, nous avons les cultures de rente, nous avons donc la production végétale en général, nous avons la production animale, et donc précisément, nous avons aujourd'hui le soja, le maïs et le riz. D'un côté, il y a les cultures maraîchères, les fruits et légumes que la collègue Madame Elinam a en charge au programme PRODRA. Nous avons les cultures à l'exportation comme l'anacarde, la mangue qui est rangée dans les fruits. Aujourd'hui, un secteur aussi pour lequel l'État s'investit plus, c'est les plantes à racines. Nous appelons plantes à racines le manioc par exemple. Nous n'avons pas aujourd'hui jusqu'à date une usine de transformation des dérivés du manioc, alors que l'exploration du marché montre à suffisance que c'est un secteur qui peut vraiment rehausser l'éclat du secteur de la filière agricole. Il y a la production animale, et donc les volailles. Aujourd'hui, le Togo continue par importer une part importante de produits carnés. Ça veut dire que c'est un secteur qui a encore besoin d'investissement. Il y en a tant d'autres que je ne peux pas peut-être tout détailler. Les collègues ont complété. Est-ce que ça veut dire que si un jeune entrepreneur se décidait de se lancer dans l'agriculture et choisissait une de ces filières-là, il pourra avoir plus de chances de bénéficier de l'accompagnement de l'État?
Cette question, premier réflexe, je dirais oui, à haute voix. Parce que quand nous voyons un peu le climat des affaires au Togo aujourd'hui, je vais faire allusion à la plateforme industrielle d'Aditi Copé où des unités de transformation sont en voie d'être installées qui naturellement auront besoin de la matière première à consommer. Si je vois l'appui de l'État qui est fait à travers le MIFA, qui a aussi à partir de cette année innové avec l'ouverture de son capital au privé, ce qui permet, parce qu'il faut reconnaître, pour vraiment, véritablement industrialiser le pays, ça ne peut pas être l'affaire de l'État seul. Il faut que les privés s'y impliquent. On parle business, l'État n'est pas fort dans le business. C'est le privé, c'est le job du privé. L'État met les conditions, l'État crée les incitations et permet au privé de mieux s'épanouir. Et c'est ce faisant qu'on peut vraiment parler de la révolution agricole au Togo. Donc pour revenir qu'aujourd'hui, on invite d'ailleurs tous jeunes passionnés de ne pas hésiter, que toutes les conditions sont réunies pour une chance de réussite. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Até. Merci. Vous avez parlé donc des domaines prioritaires. Je peux dire que bon, ce n'est pas tombé du ciel. En fait, c'est à travers les instruments que le gouvernement élabore, notamment la politique sectorielle de l'agriculture. Donc aujourd'hui, toutes les politiques sectorielles sont fondues dans ce que nous appelons le PND, qui est ensuite traduit par la feuille de route gouvernementale. Donc, à travers ces politiques, il y a toute une étude qui est faite pour identifier les domaines où la valeur ajoutée est vraiment intéressante par rapport à la demande au marché. Parce qu'il n'y a pas que le marché togolais. Si c'est le marché national, on va toujours parler donc de nos produits de base, céréales, enfin, maïs, manioc et autres. Mais ici, c'est plutôt pour répondre à aussi un besoin extérieur. Ça permet de booster le secteur, donc de donner un ouf de soulagement pour pouvoir investir davantage dans les activités de base. Donc, comme il vient de les citer, donc, ce sont ces cultures-là qui sont très prisées. Et il y a aussi le sésame, je ne sais pas si vous l'avez cité. Donc, voilà, donc enfin, ce qui se passe autour des agropoles va avec ces cultures prioritaires. Ça, on n'empêche pas à un paysan qui est dans ces milieux et autres de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais c'est qu'ici, on est dans un cadre qui est accompagné, et puis les incitations avec, donc pour pouvoir vraiment, pour que l'agriculture devienne commerciale en quelque sorte. Ne pas rester toujours avec l'agriculture de subsistance et autres. Et le doyen m'a rappelé un détail très important. Parlant des produits carnés, quand nous parlons de, je l'avais dit, l'élevage, l'aviculture, nous sommes toujours déficitaires en termes de production. Je prends les produits halieutiques, les poissons. Le Togo continue, nous sommes toujours déficitaires. Mais il y a des mesures d'accompagnement qui vraiment intéressent l'acteur privé. Aujourd'hui, l'une des mesures, par exemple, pour les importateurs de produits, soit du volaille ou du poisson, il est exigé une proportion, une part de quantité à prendre sur le plan local avant d'en importer. Ça voudrait dire que l'État pouvait tout de suite dire, nous allons consommer que la production locale. Mais malheureusement, en face, on n'a pas toute la production qu'il faut pour couvrir la demande. C'est ce qui a fait que aujourd'hui les exportateurs sont obligés de prendre une quantité infime à l'intérieur et d'en importer de l'extérieur. Donc ça veut dire que, bonne nouvelle à qui veut s'y aventurer pour combler le gap. Merci. J'ai l'impression, quand on vous entend parler tout à l'heure, que c'est surtout dans les forats
que j'apprends de ces très belles initiatives que l'État a. Et après, quand on sort des forats, c'est terminé. Il n'y a pas une politique derrière pour aller vers le potentiel entrepreneur et lui dire toutes les facilités qui sont offertes pour implémenter ces activités. Quelle politique vous mettez derrière pour que ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans cette salle et qui ne nous suivaient pas puissent savoir que, voilà, en dehors de ce que les autres font, de leur propre chef, l'État est disposé à... C'est parce que vous représentez le ministre que je vous l'envoie. C'est vrai, mais il ne faut pas être plus réaliste que le roi. Bon, là, merci. Nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'un travail sur la sensibilisation, la communication doit être toujours continuel. Il faut reconnaître qu'il y a du travail à faire sur le plan de la sensibilisation, de la communication. Mais au même moment, je le dis, c'est pourquoi d'entrée, j'ai félicité le fait que le secteur privé soit pleinement impliqué dans cette organisation. Et j'en veux pour preuve nos partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Quand je prends par exemple le DG, ETRI, il y a quand même des canaux sur lesquels l'information passe. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais en tant qu'entrepreneur aussi, je crois que le premier réflexe, c'est d'aller à l'information. Maintenant, où est l'information? C'est peut-être ce sur quoi le débat va surtout aussi porter. Mais nous avons les structures de l'État, nous avons les structures privées qui prêtent service. Vous pouvez les approcher. Les portes du ministère sont grandement ouvertes. Les portes du MIFA sont grandement ouvertes. Quand vous allez au ministère du Commerce, il y a quand même tout un arsenal qui est mis en place pour vous informer. Je crois que nous, entrepreneurs, nous devons aller aussi à l'information, tout en rappelant aussi que l'État reconnaît aussi qu'il doit renforcer son dispositif de communication. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes ouverts maintenant à recevoir des questions de la salle. Nous avons déjà fait les 2/3 du temps imparti. Et nous avons déjà quelques questions qui nous viennent de ceux qui nous suivent en ligne. Heureusement, la première question est à la GIZ. On demande quels sont les outils dont la GIZ dispose pour accompagner l'industrialisation de l'agriculture. Bon, on va dire au Togo maintenant. D'accord. Aujourd'hui, au niveau de la GIZ, nous accompagnons l'industrialisation, je dirais, de l'agriculture dans toutes les dimensions. Vous êtes un promoteur et vous vous placez sur une chaîne de valeur compétitive. Nous mettons dans la compétitivité, bien sûr, tout ce qui est valeur ajoutée du produit et au-delà. Maintenant, je suis un nouveau promoteur d'une filière compétitive. Au niveau de la GIZ, je présente mon marché. Quelles sont les exigences? Quelles sont les exigences de mon marché, par exemple, et de quoi j'ai besoin pour véritablement satisfaire ce marché-là? C'est ce que nous offrons à la GIZ. De quoi, en tant que promoteur, de quoi ai-je besoin pour satisfaire le marché? Premièrement, ça c'est au niveau purement technique. De quoi moi-même, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je dois me préparer, par exemple, pour aller en la rencontre de ce marché? Comment est-ce que je reste durablement sur ce marché-là? Je m'explique. De quoi j'ai besoin? Par exemple, je donne une spéculation, l'ananas biologique sur lequel nous travaillons essentiellement. Il y a des normes qui régissent ça. Quelles sont les exigences de mon marché? Comment est-ce que je me prépare à respecter ces exigences-là? Il y a toute une série d'accompagnements qui est derrière, les formations, les coachings, les renforcements de capacités. Moi, en étant promoteur d'entreprise, comment est-ce que je me prépare pour véritablement gérer mon entreprise? Par exemple, il y a des coachings que nous faisons en partenariat avec Management Sans Frontières, par exemple. L'année passée, il y a plusieurs sociétés exportatrices de légumes qui ont bénéficié de ce coaching.
À la fin du coaching, il y en a qui ont décroché des marchés. Il y en a qui ont carrément implanté une nouvelle structure selon les normes ISO que nous avons accompagné tout le processus. La même entreprise, par exemple, il s'est senti dans le besoin de pouvoir accroître son entreprise. Donc, le besoin de financement se pose. Nous avons accompagné dans l'élaboration du plan d'affaires. Finalement, c'est Orabank qui a financé. Et l'entreprise est implantée aujourd'hui et qui fait 3 conteneurs par mois de produits surgelés, de légumes surgelés vers le marché européen et les États-Unis. Donc, voilà en quelque sorte. Mais au-delà de ça, je suis un promoteur, bien sûr que j'ai besoin de garantir ma matière première. Quand le client me présente la fiche du produit, comment est-ce que je m'organise premièrement à rentrer en relation contractuelle avec les producteurs? De quoi est-ce que les producteurs ont besoin pour me satisfaire? Tout ça, c'est des questions auxquelles nous répondons au niveau du PRODRA, bien sûr, en partenariat avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Mais comment on fait pour profiter de tout ça? On vient directement à la GIZ ou bien vous faites ça entre vous? Il y a les deux possibilités sont là. Nous avons notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture, avec lequel nous collaborons. D'ailleurs, nous faisons la mise en œuvre conjointe des activités. Vous pouvez vous adresser au ministère, tout comme au niveau du PRODRA. Nos bureaux, c'est au niveau du rond-point de la télévision togolaise. Vous pouvez, il y a des courriers que nous recevons de primo-entrepreneurs qui clarifient la demande de collaboration. On pourra voir avec quelle structure du ministère on pourra rentrer en partenariat pour satisfaire à ce besoin-là. Donc, voilà. D'accord, je crois que nous sommes bien informés maintenant. Deuxième question pour GIZ, toujours, on dit, FODA est-il adapté au secteur agricole qui est plus souvent saisonnier au Togo? Vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Donc, le FODA, nous avons au niveau de la GIZ catégorisé l'accompagnement. Quand nous parlons du secteur privé, nous parlons des entreprises et chaque entreprise est unique en soi et les besoins, même parfois, s'ils semblent être similaires, n'est pas forcément véritablement la même chose. Donc, ça, tout dépend du besoin. Le FODA, c'est plus adapté aux entreprises, aux micro-entreprises. Voilà, je dirais même des unités de transformation qui veulent émerger. C'est un peu, je dirais, le niveau 1 de l'entrepreneuriat. Maintenant, si on juge en fonction vraiment du besoin de l'entreprise et des objectifs à atteindre, maintenant, au-delà de ça, nous avons d'autres accompagnements tels que le CFE, par exemple. Il y a pas mal d'accompagnements en termes d'entrepreneuriat qui sont disponibles, mais c'est au cas par cas, parce que là, nous parlons des entreprises, et c'est au cas par cas que nous évoluons pour voir quel est le besoin de l'entreprise. Je donne un exemple. Les formations mises aux normes que nous organisons, quand vous prenez tout ce qui est bien sûr en collaboration avec les partenaires de l'Institut togolais de recherche agronomique, en fonction du besoin, la même formation, il y a 4 différents types, en fonction du besoin réel de l'entreprise. Donc, nous le dimensionnons par rapport à leurs besoins. Donc, le FODA n'est pas systématiquement adapté à tous les entreprises, mais à toutes les entreprises, mais voilà, on verra par rapport à son besoin quel est véritablement l'outil entrepreneurial adapté. Voilà. Qui lui est adapté. Il nous reste 2 questions que nous avons reçues par Internet. Après, nous allons donner la parole aux questions dans la salle. La 3e question, j'ai envie de l'envoyer aux agripreneurs. Alors, c'est le premier point et après l'autre peut compléter. Parce qu'il est question des mécanismes de financement. Alors, la question dit, sachant que l'agriculture est le socle de l'économie, les agriculteurs ont accès difficile au financement, surtout avec les banques. Je suppose que vous êtes passé par là. Quelles sont les mesures mises en place pour la mécanisation de l'agriculture avec les coûts élevés des machines? Est-ce que soit vous deux ou bien monsieur? Comme il est entrepreneur, il va peut-être enchaîner. Il va commencer et puis vous allez corriger. Ok, merci. En tout cas, par rapport à la question, je crois que l'accès aux machines n'est pas exclu. Donc, des mécanismes, des dispositifs d'accompagnement. Bon, sauf que ici,
pour les machines, il y a une particularité. Donc, l'État a une direction qu'il appelle DAEMA, donc, qui fait l'acquisition des machines agricoles et qui a plusieurs dispositifs. Donc, un dispositif où la DAEMA elle-même essaie donc de contractualiser avec les entreprises pour aller labourer dans les champs. Il y a aussi un dispositif où les tracteurs, je crois qu'il y a 6 ans de cela, au moins 200 tracteurs ont été acquis et que voilà, une partie des tracteurs devrait être achetés donc, par les privés, moyennant bien sûr un accompagnement, un partenariat public-privé parce qu'on connaît le coût des tracteurs, donc ce n'est pas évident pour un individu d'avoir accès. Donc, je crois que ce sont des dispositifs comme ça par rapport à la motorisation qui sont valables. Mais sinon, l'accès au financement de façon générale peut toujours aider à acquérir certains équipements. Monsieur Chili. Bon, en tant qu'agripreneur, je dirais qu'il n'est pas du tout facile d'accéder au financement et plutôt ce que nous faisons la plupart du temps, c'est vraiment d'avoir recours à d'autres méthodes pour pouvoir nous financer. Bien qu'il y a quand même des programmes qui existent, qui sont mis en place par l'État en direction des agripreneurs. Et je pense que chacun y tire quand même pour son compte. Et s'agissant par exemple des tracteurs, je crois qu'il y a plusieurs accompagnements au niveau de l'État et plus précisément avec le MIFA où on peut facilement aussi accéder à des machines permettant de pouvoir aider les agripreneurs qui se positionnent sur le secteur agro-industrialisation à pouvoir réaliser leurs objectifs. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, nous nous positionnons carrément du côté numérisation pour accompagner l'exploitation de ces outils-là. Donc, avec le numérique, nous pourrons amener cette disponibilité-là vers plusieurs personnes. Parce que ces instruments existent ou les tracteurs, par exemple, existent, mais les gens ne sont pas informés. Donc, il faut mettre des moyens de distribution de ces services-là de manière innovante, de sorte à permettre à ces agriculteurs ou ces coopératives qui résident dans des coins assez reculés de pouvoir accéder à ces services. Et parlant aussi de la fracture numérique, je pense que notre pays aujourd'hui est couvert quand même à plus de 90% par le réseau GSM. Et donc, les services basés sur l'USSD que les gens utilisent tout le temps pour faire du T-Money et Flues, et ainsi que les serveurs vocaux pour mettre en place des centres d'appel constituent aujourd'hui une solution à ces barrières-là pour démocratiser l'accès à la technologie et donc par ricochet à l'industrialisation dans tout le pays. Merci, c'est bon. Vous voulez un complément? Oui, c'est vrai que le financement agricole est encore à un niveau embryonnaire, même si ces dernières années, nous sommes passés de 1% à 4-5% actuellement pour le prêt bancaire. Mais je voudrais dire que ce n'est pas le seul moyen de se financer son agriculture. À part les banques, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de personnes qui ont de l'argent au Togo. Il y a des gens qui ont des cousins, des amis. Il y a beaucoup de comptes garnis qui dorment dans les banques. Mais je crois que le problème vient des agripreneurs qui, des fois, ne mettent pas les gens en confiance. Pourquoi l'argent de la banque ne sort pas pour aller dans l'agriculture? Parce que la banque n'est pas sûre de retrouver son argent. Le remboursement n'est pas sûr. C'est vrai que ça dépend quelque part de l'entrepreneur, mais aussi des aléas climatiques qui peuvent venir détruire les récoltes. Mais il y a aussi le fait que si vous planifiez aller dedans, commencez petit, tout en revalorisant, en réinvestissant ce que vous gagnez dedans.
Si vous avez 2 ans d'expérience, 4 ans d'expérience qui rapportent beaucoup de choses, vous pouvez déposer ça sur la table lorsque vous négociez un prêt bancaire. Vous pouvez démontrer ça devant le MIFA pour dire que moi-même j'ai commencé avec mes moyens petits, mais voilà, j'ai besoin de moyens pour aller plus loin parce que déjà mes petits moyens ont produit des résultats sur lesquels vous pouvez avoir confiance. Merci Donc c'est un beaucoup. peu ça le topo. Je crois que le problème d'information se pose toujours. Les dispositions sont là. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne va pas vers l'information et l'information ne vient pas nous trouver là où on est non plus. Donc, la dernière question que j'ai eue sur Internet, c'est au ministère de l'Agriculture, pardon. Au niveau du ministère de l'Agriculture, quelles sont les dispositions prises pour aider les agriculteurs togolais? Il y en a beaucoup. Hein. Oui, merci beaucoup. Je crois que, d'abord pour commencer, classiquement, mis à part le rôle régalien du ministère qui est d'accompagner les acteurs agricoles, il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui innovantes dans la logique du plan, le PND et puis de la mise en œuvre de la feuille de route. Mes prédécesseurs ont touché du doigt, par exemple, la mise en œuvre du mécanisme de financement agricole qui est fondé sur le partage du risque. Aujourd'hui, avec l'avènement du MIFA, je crois que le secteur financier commence par s'habituer à l'activité agricole. Et un pas géant que le MIFA a fait, c'est que les banques qui sont en partenariat avec le MIFA, aujourd'hui, les réflexions sont en cours pour voir comment recruter au sein de ces banques des ingénieurs agronomes qui pourront aider les techniciens financiers à maîtriser le contour des dossiers agricoles. Le problème part de là. Le financier, il dit, je te donne 100 millions, en un an, j'ai par exemple 110 millions. Si ce n'est pas ça, si c'est ça, ça passe. Si ce n'est pas ça, ça ne passe pas. Alors que le raisonnement est autre quand on est dans le secteur agricole. Et l'un des critères au MIFA, c'est qu'il faut d'abord avoir un plan d'affaires. C'est pour ça qu'on parle d'une agriculture professionnalisée. Il faut un plan d'affaires. Et c'est votre plan d'affaires qui dira si vous aurez de l'oxygène à respirer d'ici 1 an ou vous serez étouffé. Lorsque le plan d'affaires est bien bâti, je crois que le MIFA est là aujourd'hui pour garantir votre financement à la banque. Et donc, au sein du MIFA, le dispositif est mis en place pour permettre de restructurer votre plan d'affaires au goût des financiers. Donc là, c'est un acquis que nous avons aujourd'hui qui permettent aux acteurs agricoles de pouvoir aller aujourd'hui facilement vers les banquiers. L'un des atouts aussi, quand nous parlons de la mécanisation, aujourd'hui, c'est ce que nous disons, il y a un souci d'information. Information parce qu'il y a des allègements fiscaux qui sont mis à la disposition des acteurs, mais qui sont méconnus de ces derniers. Parce que il y a une exonération, par exemple, des droits de douane sur l'importation de machines neuves, machines agricoles, bien sûr. Mais la question, ou le plus souvent les difficultés que les acteurs ont, c'est que lorsque la machine arrive au port, que l'acteur va devant le douanier pour dire, bon, c'est une machine agricole, il n'y a pas de droit de douane. Alors qu'il y a tout un formalisme qu'il faut respecter avant même que le matériel n'arrive. Et vous allez voir, quand c'est respecté, lorsque le matériel arrive, on le déclasse. Vous voyez qu'il n'est pas dans le lot à subir une quelconque taxe. Donc je crois que tout revient à une question de sensibilisation, d'information. Et ça interpelle à la qualité d'entrepreneur. Il faut vraiment s'informer. Quelle est la procédure pour bénéficier de tous ces avantages qui ont été mis en place? En termes d'accompagnement,
le ministère a renforcé ses services techniques avec la collaboration des partenaires techniques comme la GIZ par exemple, qui sont plus rapprochés des acteurs pour faire des entrepreneurs agricoles. Et je le dis, le PRODRA a un certain nombre de programmes en faveur de l'acteur pour lesquels, lorsque l'acteur s'y met, à la fin, il sort un professionnel. Il y a pas mal de mécanismes d'appui qui sont mis en place, sans citer les infrastructures industrielles qui sont en train d'être montées à Déticopé. Je le dis parce qu'aujourd'hui, un acteur peut ne pas avoir les moyens de s'acheter les machines, mais il peut bénéficier des prestations de services de ces installations qui sont faites pour lui permettre d'aller de l'avant. Donc voilà quelques-unes des actions qu'on peut citer en vrac. Merci. Merci. Je crois que c'est assez clair. La conclusion que j'en tire, c'est de ne jamais se lancer dans l'agriculture, l'élevage ou même la pisciculture sans faire un tour au ministère de... Oui, on revient. Sans faire un tour au ministère de l'Agriculture. Ça ne nous coûtera rien, mais je crois que ça fera profiter de toutes ces opportunités-là. Quand vous n'y allez pas, vous ne comprendrez rien, et puis vous allez vous lancer seul, et ça donnera peut-être le tiers de ce que ça devait donner, ça aurait pu donner si vous étiez approché de ce ministère-là. On vient de finir avec les questions reçues par Internet. On va laisser l'occasion aux personnes qui sont dans la salle, si d'aventure il y a des questions, on va recueillir 5 questions, je crois, et puis chercher à donner des réponses rapidement. Il y a des questions? Bonsoir. Bonsoir. C'est Roméo Gitaba. Au fait, souvent, quand on parle d'industrialisation, je crois bien qu'il faut faire appel aux machines. Je disais, souvent, quand on parle d'industrialisation, il faut faire appel aux machines. Je crois bien que vous avez essayé de flirter, d'expliquer un peu pour le problème des cas de machines. Mais j'aimerais savoir quelles sont les conditions que, par exemple, un start-upper doit avoir pour pouvoir avoir la possibilité d'accéder à certaines machines, puisque des fois c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on parle de ça aussi, il y a le secteur de la production. Au niveau de la production, nous avons par exemple des machines que nous devons avoir. Par exemple, quand vous prenez aussi pour le cas de la transformation, il faut aussi avoir des machines. Maintenant, pour quelqu'un qui se décidait par exemple de se lancer simplement dans le secteur de la transformation, et peut-être qu'il a besoin de certaines machines. Et ces machines, vous convenez avec moi que des fois c'est un peu cher. On parle de 800 000. Comment faire vraiment pour un jeune qui se décidait de faire, comment faire pour avoir accès à ces machines? Je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxième question, monsieur. Bonjour. Fulgence Samani, directeur de Lomé Business School. Je remercie les panélistes et le Salon Ferrin pour cette activité parce que ça répond bien à une partie de ma question. Et vous savez, dans notre métier, l'information apporte la transformation. Donc c'est déjà important qu'on ait cette partie, cette sensibilisation. Nos étudiants étaient nombreux là à le suivre. Donc je vous en remercie. Ma préoccupation, c'est qu'on a parlé d'industrialisation et on sait tous que la concrétisation de cela va passer par les jeunes. Donc aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui existent pour que les étudiants soient sensibilisés depuis l'école à aimer les métiers de l'agriculture? Donc autour des métiers de l'agriculture, nous aujourd'hui, ce qu'on leur dit, c'est 2 choses. Il y a la voie de l'entrepreneuriat, où ceux qui veulent s'investir dans ces secteurs-là, et croyez-moi, beaucoup choisissent déjà des projets agricoles ou agroalimentaires ou de la transformation des produits agricoles dans
dans des matières, des services qu'on peut consommer localement. Mais aussi, on leur dit qu'il y a ceux qui peuvent s'investir dans leur métier auprès de coopératives, par exemple, en allant à Kwalimé, à Takwame, aller travailler auprès d'une coopérative et mettre à disposition leurs compétences dans les différents domaines de gestion. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du ministère ou du GIZ, il y a une volonté d'aller vers les écoles en expliquant à un étudiant qui est en train de faire de l'informatique que le secteur agricole est aussi une cible d'emploi, sinon une opportunité, il peut trouver des opportunités d'emploi dans le secteur agricole, participer à l'industrialisation, qu'en étant comptable, il a son rôle dans les plans d'affaires qui doivent être efficaces pour pouvoir obtenir les différents financements. En étant commercial, c'est vraiment la partie aval, parce qu'en amont, quand on industrialise, ça veut dire qu'on produit beaucoup. Donc il faut des commerciaux qui sont formés sur la chaîne de valeur pour pouvoir le commercialiser. Donc aujourd'hui, comment nous, en tant qu'école, à Lomé Business School, on peut travailler avec vous au GIZ ou au ministère de l'Agriculture pour cette finalité. Merci. Merci beaucoup. Troisième question. Bonjour à tous, je me nomme Emmanuel Maougnon Aignan, je suis le DG de Sanam Group pour rejoindre aux propositions de monsieur. Et j'aimerais demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour promouvoir le secteur agricole depuis la base. Je parle des jeunes qui sont toujours sur les bancs d'école. On doit les informer parce qu'ils sont mal informés, parce que le secteur agricole est porteur. Donc, qu'est-ce que le gouvernement togolais fait dans ce sens? Merci. Bonsoir à tous. Je remercie aussi les panélistes. Moi, c'est Baïté Thierry. Ma question, c'est de savoir, il est bien important de pouvoir manger aujourd'hui du bio. Mais les produits bio que nous retrouvons sur le marché, vraiment, le choix se fait d'elle-même. Parce que la concurrence ou bien les produits vraiment qui ne respectent pas les conditions de santé sont plus accessibles que ça. Donc, quels sont les outils ou bien quels sont les accompagnements aujourd'hui de l'État dans ce sens pour que les produits bio disponibles soient accessibles à la population de sorte qu'on puisse éviter, réduire le nombre de personnes au centre hospitalier? Oui, merci. Je remercie les panélistes pour leur message. Et je réponds au nom de Tchala, bienvenue, technicien agricole. J'aimerais poser une question et la question est celle-ci. Nous sommes formés dans le domaine agricole. Nous avons des connaissances. Tout de suite, monsieur Yodo venait de parler des processus pour acquérir des terrains ou bien des zones pour l'exploitation. Je ne sais pas quels sont les processus. Comment nous ne sommes pas encore lancés dans le domaine entrepreneurial. Cela veut dire que nous n'avons pas encore commencé l'agrobusiness. Nous ne savons pas comment faire. Donc, nous voulons les processus et là où nous devons nous adresser pour avoir toutes les informations possibles pour débuter l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Je crois que nous avons les 5 questions. On va commencer à répondre. Il ne nous reste que très peu de temps. La première question de M. Roméo consistait à savoir comment faire un jeune start-upper pour avoir accès aux machines. En résumé, hein, c'est ça? D'accord, je crois qu'on en avait parlé. Qui veut bien répondre, monsieur Yodo? Merci beaucoup. Pour avoir accès aux machines, vous l'avez su bien dit, les machines coûtent très cher. Mais si vous avez un plan d'affaires qui démontre la rentabilité de votre projet, en temps normal, votre projet devait être discuté entre les financiers. Ça, je vous le dis. Si vous avez un business plan qui démontre la rentabilité de votre projet,
Les banques, leur job, c'est ils veulent faire du profit. Elles veulent faire du profit. Si votre projet, votre plan d'affaires démontre que vraiment le business est rentable, aujourd'hui, l'État a mis en place le MIFA, on le répète toujours, qui est là pour vous appuyer, pour servir d'écran, pour vous donner plus de crédibilité. Et vous allez avoir du financement. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Merci. Donc, comme les machines sont chères, c'est sûr qu'on va pas vous remettre ça comme ça. C'est pour ça qu'on disait, tout passe par un bon business plan bien rédigé qui donne confiance à celui qui investit. Et comme on venait de dire, n'entamez rien sans faire un tour au ministère de l'Agriculture. Plus proche, vous aurez les informations nécessaires. Les deux questions suivantes, j'espère qu'il est satisfait des réponses. Les deux questions suivantes se ressemblent un peu. Il est question de voir comment, depuis le bas âge, ou déjà dans les écoles, les lycées, les universités, on peut donner l'envie à des étudiants ou des élèves d'aller vers l'agriculture. Pas forcément en tant que spécialiste direct de l'agriculture, mais en tant qu'intervenant dans cette chaîne de valeur ou en tant qu'investisseur dans ce domaine-là. Je pense que vous allez commencer. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que dans les cursus scolaires, il y a une matière qui s'appelle agriculture. Je ne sais plus comment, voilà. Et voilà, souvent c'était même la matière où on vient pour peut-être s'amuser. On ne prend pas ça au sérieux parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Moi, je crois que si j'ai une recommandation à faire, c'est vraiment, les collègues viennent de me dire que ça n'existe même plus, c'est de réintroduire des modules comme ça. C'est très important parce que on ne se lève pas du jour au lendemain pour comprendre ce que c'est que l'agriculture. Mais à travers ces modules, on peut déjà s'imaginer de ce que c'est. Mais aussi faut-il que le programme ne soit pas un programme qui nous parle de l'agriculture sur brûlis ou ainsi de suite, mais plutôt de l'agriculture moderne. Comme ça, ça donne plus d'informations, plus d'incitation aux jeunes. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est quand même déjà au niveau donc, du collège, déjà de se poser la question de ce que vous voulez faire. Je crois que dans le panel précédent, il y avait eu une question comme ça. Donc, vous devriez déjà savoir si vous voulez devenir un entrepreneur agricole. Donc, ne perdez pas votre temps à aller faire le bac, l'université, avant de revenir vers la voie de l'agriculture. Sauf si vous voulez être chercheur dans ce domaine, agronome. Si vous voulez être entrepreneur agricole, aujourd'hui on a même la chance qu'il y a les IFAD qui s'installent. 2 IFAD, je crois, dans le domaine. Il y a un à Elavagnon, un au nord, pour l'élevage. Elavagnon, c'est pour la pisciculture. En plus de ce qui existait, il y a l'INFA de Tové qui cumulait tous les modules. Voilà, orientez-vous déjà dans ces écoles-là. Avec le BPC ou le bac, vous pouvez vraiment sortir avec un diplôme. Et même si après ça ne vous intéresse plus, vous pouvez vous réinscrire à l'ESA. Je crois qu'il y a l'équivalent pour continuer. Donc voilà un peu moi les conseils que j'ai. Voilà, donc en plus de ce que vient de dire M. Athé, je pense que ce serait intéressant, ça va être entre le ministère et la GIZ, parce que c'est eux qui sont ici aujourd'hui, de voir s'il ne peut pas avoir des petites missions de sensibilisation dans ces écoles-là. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire le programme agricole que nous avons dans le PMD, on a besoin de tellement de gens, d'abord des spécialistes directs, mais les autres qui sont dans la chaîne de valeur. Donc je crois que le souhait serait de commencer à en parler aux gens dès le bas âge pour que les gens se projettent. Vous voulez compléter peut-être? Et je rappelle qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, donc on va aller très rapidement. Moi, je voudrais plutôt encourager les centres de formation. On dit souvent chez nous que c'est celui qui demande qui tend la main.
Au lieu d'attendre que l'État réorganise l'enseignement et vienne sensibiliser dans les centres de formation, pourquoi dans le privé, on ne s'organiserait pas pour organiser des mini-séminaires et au cours de ces séminaires, on invite l'État, on invite GIZ, on invite les acteurs spécialisés pour venir parler aux apprenants, aux étudiants. Donc je crois que ça peut commencer aussi au niveau des établissements scolaires, des universités privées, parce qu'aujourd'hui, si nous crions qu'il y a inadéquation entre les formations données et le marché de l'emploi, c'est parce que les deux acteurs ne se sont pas rapprochés. Et il faut que quelqu'un commence le pas. Il faut que les centres de formation commencent par s'approcher des marchés de l'emploi, des acteurs qui créent de l'emploi, des acteurs qui créent de la richesse, pour solliciter leur intervention en leur sein, pour sensibiliser. Et je crois que si l'un fait le pas et l'autre aussi fait le pas, on va vers une meilleure gestion de l'adéquation formation-emploi. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je crois que moi, j'ai juste quelque chose à dire. C'est vrai que nous avons la passion de faire des jeunes, des agriculteurs, mais on ne va pas tous devenir agriculteurs, juste agronomes. Ce faisant, on risque aussi de passer à côté d'un autre aspect. Il y a des métiers, ce que nous appelons les métiers agricoles. Quand on parle de l'industrialisation, ça crée d'autres métiers. La comptabilité, la gestion, la mécanisation. Vous voyez. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ces autres aspects. Si nous tous, nous devenons agronomes, on est en train de créer notre problème. Le développement ne va pas prendre l'envol. Donc, n'oubliez pas ces autres aspects. On n'a pas le temps pour en parler. Mais à côté de l'agronome, il y a le mécanicien qui va maintenir l'industrie. Il y a le comptable qui va gérer la chose. Il y a l'informatique. Il y a d'autres métiers. Une centaine de métiers qu'on peut créer autour de l'industrialisation agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup, oui. Je voudrais faire un petit apport en disant aussi que des fois, nous-mêmes, en tant qu'agripreneurs ou innovateurs, nous pourrons aussi aller vers les centres de formation pour leur montrer les nouvelles innovations, ce qui se fait en la matière. C'est par exemple le cas de notre société e-agribusiness qui a introduit pour la première fois au Togo en 2019 les drones agricoles. Et donc, je crois, l'année passée, nous avons commencé par aller vers les centres de formation, vers les universités. Et la dernière fois, nous étions à l'université de Lomé avec les ingénieurs agronomes, les étudiants de la première année, deuxième année, etc., pour leur démontrer que voilà, il y a de nouvelles innovations, ce n'est pas la même manière de faire et qu'ils pourront aussi se spécialiser dans ces nouveaux métiers. Merci beaucoup, madame. Oui, juste aussi pour ajouter qu'au niveau du portefeuille de la GIZ au Togo, nous avons deux programmes essentiellement qui interviennent sur la formation professionnelle. Vous avez le programme Développement économique et durable, le PRODED, qui s'occupe de tout ce qui est renforcement de capacité pour pouvoir véritablement voir l'adéquation formation professionnelle besoin du marché. Mais au-delà de ça, nous avons également le projet EFTPA, éducation, formation technique professionnelle agricole, qui travaille étroitement avec les centres de formation agricole pour développer des curricula de formation adaptés aux besoins des entreprises. Et voilà, donc vous pouvez toutefois aussi vous adresser à ces programmes-là pour plus de compléments. Bon, je crois qu'à partir de lundi, on va faire un tour à GIZ et au ministère de l'Agriculture parce que ça commence à être très intéressant. Alors, quel accompagnement pour le citoyen togolais pour manger bio? C'est ça la question. Hein? Bon, je ne sais pas si M. Bio peut... La question est adressée à l'État, mais je vais dire ma part. L'accompagnement à notre niveau en tant que producteur, nous essayons de sensibiliser parce que le marché n'existe pas en tant que tel. Donc nous essayons de sensibiliser, de créer le marché, c'est-à-dire de communiquer à la population pour dire il y a ça qui se fait, vous pouvez trouver ça en tel lieu, vous pouvez trouver ça ici. Il y a des organisations qui se font déjà. Vous avez sur le marché, vous connaissez déjà
le Bio-Lamessin, qui est un marché au niveau de Agouer. Vous connaissez le marché AMAP, qui distribue des paniers de bio chaque mercredi, qui convoie les paniers de Palimé sur Lomé. Des abonnés sont là qui reçoivent. Les acteurs se mobilisent pour se faire connaître, pour faire connaître leurs produits. Mais l'État aussi fait déjà des efforts, mais nous avons besoin de faire plus pour créer des marchés là où la convergence des acheteurs et des vendeurs vont se faire. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci. Juste pour ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Je crois que cette question aussi fait appel aux spécialistes de nutrition et santé. Parce que bon, on connaît le mot bio, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire le produit lui-même, qu'est-ce que ça a comme qualité nutritive, ainsi de suite. Donc je crois que là, il va falloir que les spécialistes de santé interviennent, surtout à la télé ou dans d'autres programmes de sensibilisation, pour pouvoir expliquer ce que c'est que le bio, bon, quel avantage ça a sur la santé humaine. C'est comme ça que le consommateur sera prêt à allouer une certaine somme pour acquérir le produit bio. Merci. Et il y a une dernière question, mais je crois sincèrement que cette question rejoint la première. Mais si quelqu'un veut réagir là-dessus, il parlait de comment le processus pour un jeune d'acquérir un terrain pour pouvoir y exercer l'agriculture. Bon, tout de suite, je vais dire, compte tenu du temps, si vous êtes jeune, à l'heure où nous sommes au Togo, si vous avez une superficie d'au moins même 50 hectares, 100 hectares, vous approchez le ministère peut offrir ses services, on va vous les déblayer pour vous permettre de pratiquer votre agriculture. Ça, c'est d'un. Maintenant, pour les autres, compte tenu du temps, jeunes agriculteurs, vous êtes formés, techniciens agricoles, passez au ministère, cherchez les informations qu'il vous faut. À la maison, vous ne pouvez pas y arriver. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a traité toutes les questions. Il nous reste 5 minutes. D'accord, on a traité toutes les questions. Il ne nous reste pas 5 minutes. Donc, on va remercier rapidement l'organisation pour cet honneur qui nous est donné d'animer ce panel. Je remercie aussi les panélistes. Malheureusement, vous n'aurez pas de mot de fin. Mais bon, on reste là. Bon, j'ai 5 minutes. Alors, le mot de fin, je commence par vous. Remercier les organisateurs de cette plateforme et encourager des initiatives comme celle-ci. Merci à tous ces collègues-là. On est ensemble. Alors, merci aux organisateurs pour l'opportunité. Et je dirais aussi que je ne pourrais pas terminer sans pour autant dire que l'un des problèmes que nous avons aussi identifié pour l'industrialisation, c'est aussi l'accès au financement. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a des outils qui se mettent en place pour faciliter le financement et dans la perspective de l'État aussi d'encourager les privés à concevoir des produits ou à attaquer le marché. Nous avons actuellement mis en place une assurance pour le secteur agricole. C'est en partenariat avec Sunu Group, Allianz, Lorica Assurance et avec l'accompagnement aussi de la KfW. Et donc cette assurance pourra désormais être adressée au dossier de crédit pour inciter le secteur agricole le secteur bancaire à octroyer plus de financement au secteur agricole. Et donc, le produit est en marche. D'ici janvier, ce sera sur le marché. Et ça se nomme Farm Cover. Merci. À mon tour également, remercier les organisateurs, les encourager à poursuivre des initiatives comme celle-ci pour permettre aux acteurs de mieux échanger. Mais également, en conclusion, moi, je dirais qu'il est évident aujourd'hui que l'industrialisation, comme nous ne pouvons pas parler d'industrialisation de l'agriculture sans parler de la promotion des PME, et les portes de la GIZ sont toujours ouvertes pour toutes les questions concernant la professionnalisation et la durabilité, la compétitivité à l'échelle internationale des PME de toutes filières confondues, mais plus spécifiquement des filières fruits et légumes. Merci.
Ok, merci. À mon tour, je voudrais remercier au nom du secteur agricole les initiateurs et vraiment exhorter nos frères et sœurs agriculteurs ou jeunes entrepreneurs et à aller aux informations. Les portes du ministère de l'Agriculture sont grandement ouvertes et nous allons les accueillir et donner les informations disponibles à notre niveau. Pour les organisateurs, je vais peut-être exhorter pour les prochaines fois, peut-être associer plus d'acteurs que ceci. Je veux dire, par exemple, il y a des questions qui concernent l'éducation, la formation professionnelle. C'est un ministère. Et donc, il faut penser à cela et pour que vraiment le tour de table soit fait, pour que des comptes rendus fidèles soient remontés, pour qu'on puisse espérer un lendemain meilleur. Je vous remercie. Merci également. Et donc, pour les organisateurs, on peut que les féliciter pour l'initiative. Et je crois que, bon, ce qu'on vient on est en train de boucler pratiquement la rencontre. Il y a eu beaucoup d'intervenants et autres. Moi, j'exhorte les organisateurs vraiment à essayer de capitaliser tout ce qui a été dit, donc de faire le suivi et ensuite de multiplier d'autres rencontres. Bon, pas forcément des rencontres vraiment d'envergure, mais du moins des initiatives plus ou moins restreintes pour pouvoir toujours débattre, parce que la question d'industrialisation, c'est vaste. L'industrialisation de l'agriculture, c'est encore vaste. Je crois que ça nécessite beaucoup de débats, donc beaucoup de rencontres pour pouvoir y arriver. Bon, par rapport aux jeunes, j'exhorte vraiment que qu'on croit à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, bon, l'agriculture, est-ce qu'on va y arriver? Il faut sortir vraiment des sentiers battus. On va y arriver. Il y a des mécanismes qui sont là, on les a étalés. Il suffit d'aller chercher l'information et je crois qu'à travers ça, on s'en sortira. Moi, je suis émerveillé de savoir que vraiment aujourd'hui, il y a des jeunes entrepreneurs qui lèvent des fonds avec vraiment quelques millions, mais qui arrivent à réaliser des chiffres d'affaires de l'ordre de milliards. Vraiment, quand on apprend ça, on ne peut qu'être fier, quoi. Voilà, je vais sacrifier moi mon mot de fin. Je remercie l'organisation. En tant que géomètre, je vais quand même insister sur le fait que l'un des freins de l'avancée de l'agriculture, c'est le foncier aussi. Il va falloir interpeller nos gouvernants pour résoudre un peu le problème sur le foncier. C'est un casse-tête qui, si une fois réglé, ça pourra aider. Donc je remercie les organisateurs, mes éminents panélistes pour la qualité des interventions et l'assistance pour le sérieux et les questions. Donc merci beaucoup et je vous remercie la parole. Nous allons solder ce panel par des applaudissements pour encourager et remercier nos panélistes. Et je vais donc les inviter à descendre à présent. Et je vais également inviter les hôtesses à les accompagner jusqu'au photocall pour immortaliser cet instant. Le thème, industrialisation de l'agriculture en Afrique, bilan et perspectives. Un panel qui a été modéré de main de chef par M. Dominique Lougui, président de l'Ordre des géomètres du Togo, ingénieur géomètre topographe, directeur général chez Beta.